Merci professeur, merci beaucoup de votre accueil. Je suis moi-même très heureux de participer au début de votre rencontre. Je voudrais féliciter les organisateurs et les étudiants de Paris 1 et de l'École normale supérieure de cette belle initiative. Je suis moi-même en contact avec la filière diplomatie de l'École normale supérieure pour des raisons tenant à mon passé. Et nous parlions avec le professeur aussi des stagiaires des universités qui viennent à Bruxelles, aussi à la représentation permanente. Je voudrais donc commencer par vous me dire, en m'adressant à tous ceux qui sont ici à la tribune comme dans la salle, que vous êtes toujours très bienvenus aussi dans ce lieu où la France est représentée par son administration, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup d'autres façons de représenter la France dans l'Union européenne aujourd'hui. Les chercheurs et les étudiants représentent aussi désormais, vous savez, une dimension absolument essentielle de l'Union européenne et de son avenir. Moi, je vais m'exprimer donc comme praticien. Je suis arrivé à Bruxelles il y a plus de 4 ans, quelques mois avant le début de la crise de la dette grecque, et donc j'ai traversé dans mes fonctions actuelles la crise de la zone euro. Et je vais essayer de dire en quelques mots, premièrement, quelle transformation en fait révolutionnaire l'Union européenne a déjà connue à travers ces années, qui montre d'ailleurs, pour rejoindre votre introduction, professeur, que en effet l'Union européenne, avec sa plasticité extraordinaire, crée son lendemain d'une manière qu'on ne voit pas en fait de l'extérieur. On ne se rend pas compte de la rapidité de ces transformations et de leur ampleur. Mais après, j'essaierai de me demander en deuxième partie pourquoi précisément ça ne se voit pas de l'extérieur et pourquoi la vision qu'on a de l'Union européenne et de ces transformations dans le stade actuel de la construction européenne, pourquoi cette vision est aussi négative et qu'est-ce qui donc, par conséquent, permettrait de corriger cette vision négative dans l'avenir. Alors d'abord, donc, quelques exemples de ces transformations que je qualifie de révolutionnaires. Plutôt que de faire un exposé organisé, je vais prendre 4 exemples que j'ai vécu personnellement comme négociateur, qui tous montrent dans différents domaines de la politique économique l'ampleur des transformations et la manière dont ces transformations sont apparues. D'abord, je parlerai de ce qu'on appelle le semestre européen. Alors, le semestre européen, c'est une nouvelle forme de gouvernance. Le semestre, c'est le premier semestre de chaque année, en l'occurrence, qui s'achèvera cette année par le Conseil européen du 27 et du 28 juin prochain, et qui, désormais, rythme la coordination des politiques économiques, qui était, comme on sait bien, un élément défaillant dans la construction initiale de l'Union économique et monétaire. Il y a encore 2 ans, cette notion de semestre européen était extrêmement théorique. Ça ne voulait pas dire grand-chose. Les recommandations que la Commission proposait et qui étaient ensuite adoptées par les ministres des Finances et qui sont aujourd'hui endossées par les chefs d'État et de gouvernement eux-mêmes, donc ce fameux Conseil européen de la fin juin, n'étaient pas considérés comme des éléments très significatifs politiquement. Aujourd'hui, du fait de la crise de la zone euro, d'abord ce semestre a été consolidé sur des nouveaux textes réglementaires qui ont transféré en fait des pouvoirs considérables à Bruxelles, c'est-à-dire à la Commission. Ce qu'on a appelé dans un jargon typiquement bruxellois et totalement incompréhensible le six-pack et désormais le two-pack qui entre en vigueur là en ce moment, le fameux two-pack, c'est-à-dire ces 2 règlements qui vont donner un pouvoir très intrusif de Bruxelles dans les budgets nationaux, qui entre en vigueur, qui sera pour la première fois en vigueur pour la préparation des budgets de 2014. Et puis, politiquement, vous allez le voir déjà mercredi prochain, puisque c'est mercredi prochain que la Commission rendra publique ses propositions de recommandations, qui seront ensuite moulinées dans les enceintes des États membres. Ça va avoir un écho public très très important. En France notamment d'ailleurs, mais pas seulement en France.
Donc, c'est quelque chose qui finalement est apparu de manière assez pragmatique, qui s'est organisé, mais qui a aussi, je le répète, entraîné des transferts de pouvoir, une redistribution des pouvoirs extrêmement importante. Le deuxième exemple, c'est la création du mécanisme européen de stabilité et de celui du Fonds européen de stabilité financière qui l'a précédé, qui d'ailleurs continue à exister auprès du mécanisme européen de stabilité. Et donc, bon, ça s'est passé quand même d'une manière assez extraordinaire. Ça a été décidé exactement jour pour jour, au moment où on célébrait, entre guillemets, parce que non, c'était pas la célébration, le 60e anniversaire de la déclaration Schuman, dans la nuit donc, du 9 au 10 mai. Les ministres des Finances réunis 2 jours après les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro. Et je me souviens, hein, j'étais dans cette salle, s'efforçaient désespérément de trouver une solution avant l'ouverture des marchés asiatiques le lundi matin, parce que les marchés s'étaient effondrés la semaine précédente. Et on était, comme on a été plusieurs fois au cours de ces années, littéralement au bord d'un gouffre dont personne ne savait comment s'en sortirait si on y tombait. Et comme ça, donc, après quelques jours de contacts très informels, très politiques au plus haut niveau, et dans la nuit bruxelloise, a été créé cette facilité, ce fonds complété par un instrument communautaire, ce fonds intergouvernemental, et puis après a été créé le mécanisme européen de stabilité, à la condition posée notamment par l'Allemagne qu'il y ait une minime modification du traité, de l'article 136 du traité. Bon, c'est une véritable révolution, ce mécanisme. On a évidemment, à travers la création de ce mécanisme qui a permis d'affronter les crises, la première crise grecque était traitée par des prêts bilatéraux, comme vous savez, mais ensuite les autres crises, l'Irlande, le Portugal, le deuxième paquet grec, Chypre, sont traitées grâce à ces mécanismes. C'est quelque chose qui était inimaginable encore quelques semaines avant que les décisions aient été prises. Troisième exemple, le traité budgétaire. Le traité budgétaire et la règle, avec la fameuse règle d'or. Là, nous avançons dans le temps, nous sommes en décembre 2011, c'est le fameux Conseil européen où M. Cameron est arrivé en disant qu'il n'accepterait de négocier ce nouveau traité européen que si il avait des compensations en termes de mécanismes de décision sur les services financiers pour protéger, pour avoir des sauvegardes pour les sites inondés. Quelques jours avant, la France et l'Allemagne avaient publié leurs propositions. Et donc dans la nuit, parce que chez nous maintenant ça se passe beaucoup la nuit, avant c'était les ministres de l'Agriculture et les ministres de la Pêche qui étaient connus pour faire prendre leurs décisions la nuit, là maintenant c'est aussi les ministres des Finances et surtout les chefs d'État et de gouvernement. Donc dans la nuit, on a décidé, on s'est aperçu, on a trouvé donc un compromis sur le fond, et puis on s'est aperçu que voilà, on ne pouvait pas trouver d'accord avec le Royaume-Uni, tout d'un coup, d'une manière quand même assez révolutionnaire, là aussi, on a décidé de faire un traité à part. Et donc on a négocié un traité intergouvernemental, mais quand même avec une participation très très active de la Banque centrale européenne, de la Commission européenne et du Parlement européen. Et 3 séances de négociation ont suffi en janvier, entre Noël et la fin janvier, et le traité était consolidé et adopté par les chefs d'État et de gouvernement fin février, début mars. Quatrième exemple, l'union bancaire. Là, nous avançons encore dans le temps, nous sommes en juin 2012. Le Conseil européen de juin 2012, l'année dernière, a joué un rôle fondamental dans la sortie de la phase précédente de la crise de la zone euro et qui a permis de mettre un terme à, je l'espère, durable, à cette impression que la zone euro courait un risque très très réel de désintégration et d'explosion. Les mesures prises par la Banque centrale européenne, l'arrêt du discours, notamment en Allemagne, sur la sortie de la Grèce, et les décisions prises par le Conseil européen de juin 2012 sont les 3 éléments qui ont permis de mettre un terme à cette impression assez angoissante.
Qu'est-ce qui s'est passé en juin 2012? On a lancé donc le projet d'union bancaire. Là aussi, dans des conditions extraordinairement étonnantes de rapidité de réaction, finalement, puisque ce concept est apparu dans les semaines précédentes. Et en juin 2012, les chefs d'État et de gouvernement décident de le lancer. Et en décembre 2012, les ministres des Finances, là encore une nuit donc, de décembre, la veille du Conseil européen de la fin de l'année 2012, se mettent d'accord sur le premier pilier qui est de créer un mécanisme de supervision unique, notamment à la suite d'un travail fait par le commissaire Michel Barnier, le commissaire français, et les ministres des Finances allemands et français, Wolfgang Schäuble, Pierre Moscovici. C'est quelque chose d'étonnant quand même quand on regarde de près cette union bancaire, parce que bien sûr il y a eu des compromis, bien sûr il a fallu trouver des accommodements entre les uns et les autres, mais on entre dans un nouveau monde finalement d'intégration. Et la prochaine phase de cette union bancaire, avec toutes les difficultés que l'on sait du point de vue des sensibilités des uns et des autres, sera de créer un système de résolution, c'est-à-dire d'anticipation et de résolution, de prévention et de résolution des crises bancaires. Il a fallu vraiment travailler à partir d'un traité qui était ce qu'il était, hein, donc une base juridique qu'il a fallu pleinement exploiter, avec des critiques hein, sur la possibilité de le faire. Il a fallu surtout, là encore, transférer les pouvoirs et réorganiser les compétences d'une manière assez incroyable. Et aujourd'hui, il y a eu un accord définitif il y a quelques semaines avec le Parlement européen, parce que tout ceci se fait quand même aussi avec le Parlement européen dès qu'il s'agit de législation. Et aujourd'hui, le Parlement européen est en train de discuter avec la Banque centrale européenne sur le contrôle au niveau européen, par le Parlement européen, de l'autorité, la Banque centrale, donc, qui reçoit ces tâches de supervision. Je vais m'arrêter là, sur ces 4 exemples, pour montrer quand même que nous sommes dans un univers qui change très vite. Et pour finir, je vais nous demander pourquoi, finalement, l'impression de l'extérieur est aussi mauvaise. Pourquoi l'Union européenne n'apporte absolument pas, par exemple, n'aime pas le crédit de pouvoir décider. Alors, il y a plusieurs raisons, évidemment. S'il y a une grande rapidité de décision dans l'urgence, tout ceci a été fait précisément en période de crise et sous l'effet de la crise. On voit bien aujourd'hui, par exemple, que l'appétence pour continuer la transformation de l'union économique et monétaire a déjà un peu diminué. Et donc, on a toujours l'impression qu'on réagit au coup par coup. Où est la vision d'ensemble? Elle existe pourtant sur le papier. Hein. Il y a un travail qui a été fait sur l'avenir de l'union économique et monétaire avec les 4 piliers, l'union bancaire, l'union budgétaire, l'union économique et l'union politique, c'est-à-dire notamment le contrôle démocratique, j'en dirai un mot ensuite. Mais voilà, on a à chaque fois pris ces décisions quand même assez exceptionnelles dans leur ampleur, sans qu'il y ait véritablement un projet qui soit expliqué, qui soit formulé. En tout cas, c'est l'impression qu'il y a eu. Ensuite, il y a une grande rapidité de décision dès lors qu'il y a la volonté qui existe et qui est la pression de la crise, mais il y a parfois, pour certaines décisions, une grande lourdeur de mise en œuvre. Lorsqu'au mois de juin, en plus du lancement de l'Union bancaire, on a adopté le pacte européen pour la croissance et l'emploi, on savait, et ça c'était un début de retournement sur le policy mix dont je parlerai ensuite, il y a eu évidemment un certain intérêt un grand intérêt pour ce pacte, et puis après les gens ont dit mais il n'est pas mis en œuvre. Dès que le pacte était adopté, on avait dit que les mesures financières ne pourraient être mises en œuvre qu'en 2013. Et en 2013, typiquement par exemple l'augmentation du capital de la Banque européenne d'investissement, il a fallu le négocier. Donc pour certaines de ces décisions qui sont prises très vite, pas pour toutes mais pour beaucoup, il y a un temps de mise en œuvre important. Et puis, évidemment, il y a des problèmes sur le fond. Pourquoi est-ce que l'image de l'Europe est mauvaise? Parce que nous ne sommes absolument pas sortis de la crise, nous sommes au contraire au plus profond d'une crise, qui est cette fois, qui n'est plus de la zone euro, mais qui est économique et sociale, et que l'Europe est vue comme n'ayant pas trouvé la bonne, par rapport aux États-Unis par exemple, le bon policy mix.
C'est tout le débat qu'on voit aujourd'hui, avec une évolution quand même très sensible hein, de ce policy mix au niveau européen. Mais évidemment, l'image de l'Europe, elle s'améliorera quand la situation s'améliorera. Troisième raison, la gouvernance de cet ensemble. Il y a un problème de communication manifeste. Il y a un énorme problème de communication. Alors, on peut mettre ça sur le dos de tel ou tel, au niveau des dirigeants européens. Enfin, on peut mettre ça sur le dos sur le système, parce que personne n'incarne l'Union européenne. Il y a les dirigeants des grands pays, mais il n'y a pas au niveau du système européen. Mais on peut aussi incriminer, on l'a fait, le système de l'Eurogroupe. Hein, on l'a vu sur Chypre, avec ces 2 décisions, un gros pataquès quand même. Mais il y a manifestement un problème de communication. Et puis, et j'en terminerai là, parfois, encore 2 choses quand même. Il y a un problème évidemment d'équilibre dans les réformes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comme on n'a pas fait une réforme d'ensemble, on a agi sur certains piliers, donc fondamentalement le pilier de la politique budgétaire et maintenant le pilier de l'union bancaire, mais on est resté quand même en panne d'instruments de type budgétaire. On a créé ce mécanisme européen de stabilité pour affronter les crises, mais il existe manifestement un grand déficit sur le plan budgétaire, et on a, à tort d'ailleurs, critiqué le budget de l'Union européenne, la décision de février dernier, comme étant insuffisante, mais ce n'est pas le budget de la zone euro, le budget de l'Union européenne. Donc il y a toute une discussion sur la nécessité qui est réelle d'un instrument au niveau de la zone euro. Mais il y a un autre pilier qui est resté complètement, et là ce sera vraiment mon dernier point, en dehors, enfin presque en dehors de cette réforme, c'est le pilier politique, et notamment le pilier du contrôle démocratique, donc de l'appropriation finalement par les opinions publiques via les institutions qui sont chargées de cela, notamment les parlements, de la réforme extraordinaire qui est en cours. Et pourtant, cette réforme a des impacts énormes sur l'organisation démocratique des différents pays. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai quand même, puisque, même si c'est passé un peu inaperçu peut-être, le traité budgétaire comporte un article 13 qui prévoit la création d'une conférence interparlementaire des finances publiques au niveau de la zone euro. Et cette conférence, même au niveau de l'Union européenne, a été créée. Il y a quelques jours, les présidents des parlements nationaux et du Parlement européen se sont réunis et ont décidé de créer cet organe interparlementaire. Ce n'est pas une institution, c'est une conférence. C'est un mouvement qui peut être, en fonction de sa mise en œuvre effective, extrêmement important. Mais enfin, globalement, il est clair que tout ce volet est resté largement en retard par rapport à l'ampleur des réformes dans le domaine budgétaire et dans le domaine bancaire notamment. Voilà donc beaucoup de raisons en ordre dispersé et dont la combinaison fait que aujourd'hui l'Union européenne s'est beaucoup transformée, a réussi quand même tant bien que mal à traiter les points les plus aigus de la crise, les plus chauds, mais donne l'impression pourtant aux opinions de ne pas répondre aux attentes. Et cela est bien compréhensible quand on voit notamment l'évolution des taux de chômage. Merci de votre attention. Et moi, j'ai encore un quart d'heure, 20 minutes, donc si vous voulez profiter pour me cuisiner de ces quelques instants, je suis bien sûr à votre disposition, mais je ne veux pas non plus, professeur, retarder notre intervention.